Donc attention, le A de admin est bien en majuscule. Si vous le mettez en minuscule, ça vous dira qu'il ne trouve pas le compte. Et le mot de passe par défaut ici, c'est Zabbix. Bon, bien évidemment, il faudrait le changer parce que c'est pas un mot de passe qui est sécurisé, mais là on est sur des éléments de test. Donc par défaut, on arrive ici sur l'écran d'accueil. Donc je vais le passer en français. Donc ça, c'est dans Administration, Général, Aiguille, Graphical, User Interface. Et maintenant, normalement, la langue française apparaît bien. Ici, bah, du coup, j'ai pas eu besoin de le modifier parce que, comme c'est celle de la dernière fois, il avait gardé le fuseau horaire. Donc, j'ai pas besoin d'y toucher. Ici, c'est pour certaines options qu'on peut demander de vérifier par rapport aux horaires aux heures ouvrées. Parce qu'il y a certaines vérifications qu'on peut demander de faire pendant les heures ouvrées ou justement de faire les vérifications en dehors des heures ouvrées, dans certains réglages qu'on pourrait rajouter. Voilà, et après, on peut demander la période d'affichage, parce que par défaut, effectivement, il nous met jusqu'à 2 ans. Si on ne veut pas afficher 2 ans parce que c'est pour du test ou quoi, c'est ici qu'on pourrait le régler. Voilà, ça c'était la première étape du coup pour pouvoir le mettre en français. Donc sachant que là, de ce que j'ai vu, la traduction elle est bien faite et tout. Si vous prenez Nagios, lui à moins qu'ils aient rechangé, mais je suis pas sûr depuis la dernière fois, eux c'est de la traduction machine. Donc work ça devient job. Donc des fois ça fait des traductions un petit peu bancales. Donc ensuite, on va dans les autres. Après, il y aurait deux possibilités. On pourrait d'abord mettre les agents dans les machines et ensuite on pourrait ajouter les autres ici. Là, je vais faire le contraire. Je vais ajouter les autres et ensuite, du coup, j'irai chercher. Non, ça c'était les... Voilà, c'est aussi pour vous montrer si jamais vous voulez supprimer un autre, parce que du coup c'est une machine qui n'existe plus sur le réseau, qui réexistera plus. Vous allez dans collecte de données, vous allez dans les autres, vous cochez les autres que vous voulez supprimer. Et ensuite on fait supprimer. À partir d'ici, on peut modifier des éléments pour tout un groupe de machines. Si on veut les changer, il y a des machines qui ne sont pas forcément dans les bons groupes, où on a décidé de remodifier les groupes qu'on va utiliser. On peut changer en masse aussi les opérations. Mais là, ce qu'on veut, c'est que je vais supprimer. Voilà. Ça, je fais le ménage, je me retrouve comme vous, je me retrouve avec juste le serveur Zabbix en surveillance. Donc, soit je retourne dans Hôte dans la surveillance, soit ici, vous voyez qu'il y a Créer un hôte. Donc, on peut le faire aussi à partir de là. Ça reviendra exactement au même.
Donc là, bah, je vais l'appeler Linux, par exemple, le nom d'hôte. Donc si vous voyez que normalement vous avez bien réglé les éléments, mais que pour une raison ou pour une autre, ça remonte pas quand même, alors qu'il y a bien de la communication entre les machines, des fois ça peut être le nom d'hôte où il veut avoir exactement le même nom entre la machine et le nom d'hôte ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, en général, normalement, il n'y a pas de problème, mais quelquefois, il peut poser quand même. Donc le nom visible, je vais laisser Linux aussi. Le modèle, je vais utiliser l'agent Linux, puisque c'est un Linux que je vais ajouter. Le groupe d'hôtes, bah, si c'est un Linux serveur, je pourrais choisir du coup le groupe qui existe déjà. Ou si c'est un groupe qui n'existe pas, parce que c'est un Linux mais qui n'est pas un serveur, je peux taper Linux et choisir nouveau. Sachant qu'on peut le mettre une machine dans plusieurs groupes simultanément. On n'est pas obligé, je pourrais mettre Linux serveur et il serait automatiquement dans les deux groupes en fonction de des graphiques qu'on affiche. On peut vouloir afficher tel ou tel groupe ou faire un ensemble montrer un ensemble de groupes selon les besoins. Ensuite, l'interface. Donc là, on va utiliser l'agent pour ça. Et là, du coup, je vais aller chercher l'adresse de ma machine Linux. Donc la 20.22. 192.168.20.22. Donc on met la machine qu'on veut récupérer. Là après on pourrait ou pas activer l'inventaire, mais bon comme pour l'instant l'inventaire j'ai pas réussi à lui faire redonner grand chose, c'est pas la peine. Macro, c'est là qu'on va éventuellement pouvoir rajouter des éléments à vérifier ou ajuster certains éléments. Donc si là c'est pour rajouter, mais si on regarde les macros et hériter, on peut décider là au bout de combien de temps en fait l'agent va être considéré comme planté par exemple. S'il n'y a pas de réponse pendant les 3 minutes, c'est à ce moment-là que l'agent dira attention, j'ai plus accès à la machine, c'est peut-être qu'il y a un problème. Mais si on veut régler cette valeur-là, on peut la changer. On peut changer différents éléments si on veut changer des seuils d'alerte, que par exemple le seuil d'alerte du processeur à 90%, bah, ça ne nous convient pas, il faudrait qu'on le mette à 75%. C'est avec ces macros-là c'est dans ce menu-là qu'on peut le changer. Mais bon, dans la majorité des cas, en général, il n'y a pas spécialement besoin de changer. Mais voilà, c'était parce que effectivement j'avais oublié de vous le montrer. On peut changer les valeurs de seuil. À quel moment il va déclencher les alertes. Donc tout ça, on le trouve ici. Et on peut, si besoin, en rajouter d'autres alertes. Si on veut une première alerte, par exemple à 75% d'utilisation du processeur, et une deuxième qui se déclenche si on est à 90%. Et ensuite, on fait ajouter. Donc pendant que j'y suis, bah, je vais faire la même chose pour mon Windows. Comme ça, c'est fait. Au niveau du modèle, j'ai tapé Win pour Windows. Là, bah, je choisis Windows parce que du coup, comme l'autre jour, je m'en suis déjà servi, bah, il s'est déjà créé.
mais sinon je l'aurais ajouté. Et ensuite, on va dans l'interface de l'agent. On fait agent toujours pareil. Je vais récupérer une des machines, donc 192 168 20.10. Je vais prendre la 10. Et ensuite, j'ajoute. Après, il y a un truc que vous pouvez faire si vraiment vous n'avez pas envie de créer 15 000 autres. Mais après, pour se repérer, c'est plus compliqué. Théoriquement, on pourrait mettre plusieurs agents simultanément visant plusieurs adresses pour qu'il y ait plusieurs machines qui reviennent dans le même bloc. Mais après, à analyser, c'est plus compliqué. Et là, je fais ajouter, comme tout à l'heure. Donc ça, c'est la première possibilité. On crée d'abord les autres et ensuite, on va mettre l'agent. Mais vous pouvez très bien mettre les agents d'abord, faire le réglage et ensuite ajouter les autres. Il n'y a pas d'obligation ni de préférence particulière à l'un ou à l'autre. Le tout, c'est que les informations matchent dans les configs. Donc je vais commencer par le plus simple, le Windows. Je me connecte dessus. Je vais sur le site de Zabbix. Et je vais chercher l'agent pour Windows. Donc pour Windows, vous prenez la première ligne. Et du coup, vous prenez l'agent 2. C'est la version la plus récente et la plus moderne de l'agent. L'agent 1 fonctionnerait, mais potentiellement si vous avez beaucoup de machines à surveiller, ça peut vous prendre beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de ressources réseau aussi. Il n'est pas aussi optimisé que le version 2. Donc du coup, vous le récupérez comme n'importe quel programme. On va l'ouvrir. Ici, normalement on ferait install, comme du coup là j'en avais déjà un installé. Je vais faire change. Parce que du coup, si jamais vous avez changé d'adresse du serveur pour une autre, plutôt que de le réinstaller complètement, vous pouvez faire juste les changements et lui il va appliquer les changements au fichier de configuration. À moins que vous décidiez d'aller changer vous-même à la main directement dans le fichier de configuration aussi. Donc ça, on n'y touche pas. Ah bah non, il ne me propose pas de changer l'adresse IP. Bon, je vais le supprimer comme ça sera plus simple. Voilà, je recommence comme si on était déjà installé. Voilà, comme si on ne l'avait pas encore installé, justement. Ici, il récupère automatiquement le nom d'hôte de la machine. Et ici, en fait, on a juste à indiquer euh, 20.21, l'adresse de votre serveur Zabbix. Bien, juste ça. On ajoute quand même l'agent opace, c'est-à-dire aux applications que reconnaît bien Windows à partir de n'importe où.
Parce que sinon, des fois, si on le fait pas, bah, il pourrait avoir du mal à le Windows pourrait avoir du mal à le lancer parce qu'il n'arriverait pas bien à le trouver. Ensuite, on fait Next et on installe. Donc c'est même encore plus simple que d'installer l'agent de GLPI, puisqu'il n'y a pas à désactiver le SSL ou des éléments comme ça. Il y a juste une adresse IP à indiquer et ça fonctionne. Donc voilà, il est installé. Donc normalement là, c'est peut-être déjà fait. Non, pour l'instant on ne l'a pas encore. Mais le temps qu'il refasse sa vérification, normalement, on devrait recevoir les éléments de Windows. Par contre, je peux... Là, c'est comme ça. Ok, d'accord. Donc dans la collecte de données, bah, c'est le sens des colonnes est inversé. Pourquoi? Bon, je sais pas. Et là, on voit bah, le temps que je me déplace d'un menu à l'autre, bah, il a trouvé mes éléments. Il a bien eu une réponse de l'agent. Donc il a pu faire remonter les informations. Et on voit, il dit qu'il y a une erreur. Enfin, un avertissement. Ouais, sévérité moyenne. Bah là, si, parce que pour l'instant, il disait qu'il n'était pas disponible, mais ça, il a dû afficher le problème juste avant que l'agent devienne disponible. Donc, c'est pas bien grave. Voilà, la preuve c'est qu'il l'a retiré déjà. Donc là, au Windows, l'installation de l'agent, c'est vraiment très simple. Donc ensuite, bah, du coup, on va passer au deuxième, le Linux. Donc là, j'avais ma machine, j'ai dit 22. Donc du coup, bah, je vais me connecter en SSH pour pouvoir faire du copier-coller. IPA. Voilà, là j'ai bien mes éléments et je vais aller chercher les commandes à installer. Donc soit vous allez dans le document que je vous ai donné, si vous ne le trouvez plus, que vous ne l'avez pas sous la main, vous pouvez aller sur le site de Zabbix. Sur Get Zabbix. Et ici, du coup, si vous prenez le 7.2 Ubuntu, vous prenez votre version et là, ici, vous choisissez juste Agent 2. Parce que si vous restez là sur le premier, vous allez avoir toutes les commandes pour installer aussi à la main le Zabbix. Donc là, je vais dans Agent 2. Et si on descend en dessous, on retrouve les commandes qu'on a besoin, que je vous ai mis dans le document. Donc ici, mon serveur est en Ubuntu. Donc du coup, je fais bien attention que j'ai bien choisi Ubuntu. La première, le wget, on n'a pas besoin d'être en sudo, puisqu'il va juste faire un téléchargement dans votre répertoire perso. Par contre, pour la deuxième commande, ici, il va falloir être par contre en sudo si vous n'êtes pas en route. Parce que là, il va devoir reconfigurer des éléments qui sont des éléments système.
Donc voilà, là, il a mis à jour. En fait, ce que fait la commande, c'est que la première, en fait, télécharge un fichier dans lequel il y a les repositories. C'est ce que je vous avais expliqué, c'est les fichiers qui vont contenir l'emplacement des mises à jour. Donc il récupère ce fichier. Et la deuxième commande, le dpkg, en fait, le décompresse, le lit et va placer les bons éléments des repositories aux endroits qui vont bien. Donc à savoir ici dans etc apt source.d, et à cet endroit-là, on va retrouver les sources de Zabbix. Et ensuite, la dernière de cette série-là, je vous la présente plus, hein, parce que du coup vous la faites tout le temps, l'apt update, pour que justement il relise et revérifie le contenu des nouvelles sources que vous avez ajoutées avec la deuxième commande. Parce que tant que vous ne faites pas l'apt update, il aura en mémoire que les anciennes sources qu'il avait. Et donc maintenant, sudo apt install zabbix-a. Étant donné que là on a agent et agent 2, on a quasiment aussi vite fait de tout taper à la main. Donc ce qui nous donne sudo apt install zabbix2. Zabbix-agent 2. Donc on fait entrer. Bon, là il me dit qu'il est déjà à jour parce que je l'ai fait hier, mais sinon il vous proposerait de l'installer. Après, maintenant, vous voyez que dans la liste, il y a d'autres éléments de plugins supplémentaires. On peut les installer ou pas. C'est pas une obligation, puisque du coup c'est des plugins pour surveiller certains éléments, pour que ça soit bien reconnu. Mais si c'est pas des éléments qu'on va surveiller, par exemple si on n'a pas de carte Nvidia ou quoi que ce soit dans la machine, ou de base de données qu'on veut surveiller, c'est pas nécessaire. Donc du coup, là, je vais installer juste l'agent 2. Si vous avez un doute ou que vous voulez vraiment installer tous les plugins, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites zabbix-agent 2 étoile. Comme ça, il va prendre tous les paquets qui sont nommés, qui commencent par zabbix-agent 2 et après, il va prendre tous ceux qui ont le reste des éléments. Donc là, si je le prends, il prend tous les éléments des plugins qui étaient derrière. Comme ça, si vous n'êtes vraiment pas sûr, si vous n'êtes pas sûr si vous allez ou pas l'installer, en avoir besoin, au moins comme ça vous pouvez les installer tous rapidement. Donc attention, ça des fois si vous le faites sur un truc qui est trop large, vous risquez d'avoir des conflits de version ou quoi. Des fois. Par exemple, si vous mettez apt install KDE étoile, là il y a des fichiers, ils vont dire non, c'est pas la bonne version. Il y a des éléments qui risquent de rentrer en conflit les uns avec les autres. En fait, là, pour nous, pour la base, on a besoin d'installer le Zabbix agent 2. Mais il y a des plugins. Si on regarde la liste là, il y a le plugin pour les bases de données Mongo, pour MySQL, pour surveiller les GPU Nvidia.
pour surveiller les bases de données PostgreSQL. Pour Ember Plus, je ne sais pas exactement ce que c'est. DB JSIM, ça serait de la base de données aussi. Donc c'est si on sait qu'on va surveiller des bases de données de tel ou tel type, ou de plusieurs types, dans ce cas-là, il faut installer les plugins pour que ça soit bien, que les éléments remontent bien. Mais c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est le Zabbix agent 2-agent 2 tout court. Les autres sont optionnels, c'est des supplémentaires. Donc si tu sais que dans ta machine, tu n'as pas de carte NVIDIA, bah, ça ne sert pas forcément à grand chose de l'installer. Donc là, c'est plutôt des choses liées à la base de données, les plugins. Parce que du coup, on a vu qu'il était capable d'analyser et de récupérer des données de base de données, le Zabbix. Mais pour ça, il faut un plugin de l'agent pour qu'il reconnaisse bien les informations qui vont passer. Donc si tu as installé juste l'agent 2, il n'y a pas de problème. C'est le minimum qu'il faut et c'est ce qu'on a besoin ici pour notre utilisation. Donc maintenant, il faut qu'on aille du coup éditer un peu un fichier. Donc du coup là, on va dans cd/etc/zabbix. Je me déplace directement dedans. Et ensuite, je vais faire un sudo nano zabbix agent2.conf. Il ne vous le remplit pas automatiquement parce que comme du coup, il y a un dossier qui commence de la même façon, il ne sait pas si vous voulez accéder au dossier. Donc, c'est pour ça qu'il ne le remplit pas forcément au début. Ouais, ça dépend si on veut avoir effectivement plusieurs configurations ou quoi. Mais donc là, ça veut dire qu'on rentre déjà dans une version un peu plus avancée, on va dire, où du coup, on doit préciser à l'agent quand il se lance qu'il doit utiliser tel ou tel fichier de configuration. Mais effectivement, on peut mettre plusieurs fichiers de configuration différents dans l'agent, en fonction de certaines utilisations. Mais là, on reste sur du standard. On va pas aller très loin, mais c'est pour que vous compreniez bien le principe de fonctionnement de la surveillance réseau. Mais tu as raison, effectivement, on peut rajouter des fichiers de configuration ou dupliquer le fichier de configuration. Mais à ce moment-là, il faut quand même arriver à faut quand même modifier après un moment le lancement de l'agent pour lui dire qu'il doit utiliser ce fichier-là spécifiquement. Non? Ouais. Ah, non, oui, il est marqué dans le fichier de conf directement, c'est ça ce que tu veux dire. Ok. Donc non, vous pouvez mettre juste dupliquer celui-là et le mettre dans le fichier conf si vous voulez faire des choses particulières en gardant celui-là. Ou si vous voulez pas le faire, celui-là vous pouvez en faire une sauvegarde, le copier avant de faire vos modifications, comme ça vous avez toujours votre fichier d'origine pour revenir dessus éventuellement. Donc du coup, je rentre dans là ici, je vais modifier directement la racine de l'agent. Parce qu'effectivement, je crois que je l'ai retrouvé, on va le retrouver après. Donc ici, c'est le log, donc à quel endroit il log, si on le fait ou pas. Parce que là, étant donné que le log file est à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de log qui se crée. Donc il faut au moins le mettre à 1 si on veut qu'il y ait un log qui se crée.
Et on voit que du coup, la base du log sera de niveau 3. Juste les alertes. Mais ce qu'il faut changer vraiment, c'est celle-ci. La ligne du serveur. 192.168.20.21. Donc là, on indique l'adresse de notre serveur. Normalement, on peut aussi en indiquer plusieurs si l'on souhaite. Si par exemple on veut envoyer sur deux serveurs Zabbix simultanément, on pourrait indiquer un deuxième serveur. Ici, il y a le port. Donc le port, si vous êtes resté à 10.0.50, vous n'êtes pas obligé d'enlever la notation. Ici, je l'avais enlevé pour qu'on voit mieux, mais si vous restez sur le 1050, vous pouvez rester comme ça, qui est par défaut. C'est pas un problème, lui, il saura qu'il doit aller chercher par défaut utiliser le 1050. Par contre, si vous avez décidé dans l'agent de changer le port, il faudra bien équilibrer avec aussi l'autre que vous allez rajouter pour que les deux ports matchent. Mais dans la majorité des cas, normalement, il n'y a pas besoin. Donc après, normalement, on n'a pas besoin de rechanger d'autres choses. Serveur, ici, c'est le serveur actif, c'est seulement si on utilise le template actif. Donc ça va, comme j'expliquais tout à l'heure, ça va fonctionner, ça va dépendre de la topologie. Si votre Zabbix est comme l'autre jour et à un niveau au-dessus et qu'il n'y a pas de route directe vers les machines à surveiller, dans ce cas-là, on va plutôt utiliser le mode actif, où là, c'est l'agent lui-même qui va envoyer les données vers le serveur Zabbix. Dans le mode passif, c'est plutôt le serveur qui va interroger l'agent qui se trouve sur les machines pour récupérer les informations. Et si vous restez en passif et tout, à ce moment-là, des fois, vous pouvez avoir besoin de faire quelques réglages réseau supplémentaires, soit pour passer à travers, soit de faire un NAT pour passer à travers une box ou un pare-feu, et donc ouvrir le bon port dans le pare-feu. Ça dépend vraiment où est placé. Là, ici, étant donné que notre Zabbix est sur le même réseau, il n'y a pas de problème. Notre Zabbix aurait été au-dessus dans le réseau bridge pour atteindre les autres. Il aurait fallu être sûr d'avoir le bon routage et que à travers un PSense par exemple, et que ça passe bien à travers les bons éléments. Et donc là, pour revenir à ce que disait Willy, du coup, effectivement, je crois que si on descend plus bas, il me semble que je l'avais vu. Timeout. Voilà. Le include, c'est-à-dire qu'il va aller vérifier les fichiers de configuration qui se trouvent dans ce répertoire-là, dans le répertoire agent2.d. Donc effectivement, on aurait pu aussi copier le fichier de conf dans ce répertoire-là. Il aurait été lu pour la vérification sans avoir besoin de toucher celui-là. Effectivement. Bon, après, normalement, on n'a pas besoin de plus. Et si on veut préciser des clés particulières, si on veut utiliser un certificat, si on veut utiliser une clé partagée pour augmenter la sécurité des transferts.
Voilà, ça c'est les vers les clés de chiffrement et tout. Donc voilà, bon là on est plus avancé, donc on va pas aller plus loin. Normalement, vous avez besoin de changer en réalité que la première ligne de serveur. Les autres, c'est des configurations supplémentaires qui permettent d'augmenter la sécurité ou de vérifier autrement les éléments et d'envoyer autrement les données. Donc du coup là on sauvegarde, on fait yes et on fait sudo systemctl restart Zabbix et vous faites tabulation pour faire les flemmards et que ça tape automatiquement tout le reste. Comme là, il n'y a pas de conflit avec autre chose. Par contre, j'aurais installé Zabbix sur cette machine-là, oui, il y aurait eu un petit conflit entre puisque ça commence par la même chose, le Zabbix serveur service et le Zabbix agent de service. Voilà. Et donc là, s'il nous met rien de particulier, ça veut dire qu'on n'a pas fait d'erreur. Si on veut être sûr, on tape status pour vérifier le statut et être sûr qu'il n'y ait pas d'éléments rouges qui pourraient potentiellement nous embêter. Donc là, logiquement, normalement, si je ne me suis pas trompé d'adresse IP, je devrais avoir mon serveur Linux qui devrait être en vert ou qui ne va pas tarder à l'être. Comme il y a un petit délai avant qu'il vérifie, on va voir. On peut vérifier aussi pendant ce temps-là que le Windows a bien reçu des éléments en voyant qu'il y a que les graphiques, il y a bien des éléments dessus. Donc on voit que les graphiques sont remplis, donc ça veut bien dire que ça fonctionne. Alors, 1.2, 2021, je ne m'étais pas trompé. Bon, on va attendre de voir. Hein. On verra bien tout à l'heure s'il a bien voulu récupérer. Sinon, j'essaierai de retrouver pourquoi, mais normalement, je savais que ça a changé, le statut avait semblé être opérationnel. Je vais vérifier quand même. Je peux toujours vérifier que j'ai bien un ping qui fonctionne. 92.68.20.21. Bon, j'arrive à le pinguer, donc logiquement, il n'y a pas de raison. On a vu qu'il était bien en train de tourner. Donc, on va bien voir. Ouais. En rouge ou faut regarder du coup souvent c'est parce que c'est un problème de configuration. Peut-être tu as mis un espace à un endroit où il fallait pas ou quelque chose. Du coup il a mal lu le fichier. IPA, je l'ai bien mis sur la bonne machine au moins. Oui, 20.2. Bon. On va voir.
Oui, alors, quand tu le laisses à 0, non, c'est pas ça le problème. C'est bien, ouais, ça fait la bonne. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas. Le fichier n'a pas de problème. Ça peut être ça. Tu vois, si tu ne vas pas changer ailleurs aussi dans la boutique, ça peut expliquer pourquoi il a pas essayé de l'envoyer sur le site, mais après il n'a pas trop derrière. Avant, je l'ai changé que ça. C'est ça, pour ça, il est pas passé envers moi. Le restart, justement. Ah, déjà, on est non, c'est point. Agent 2, point. Oui. Là, de toute façon, tu as dit là, donc, c'est deux agents 2. Mais là, tu avais mis conflit. Tu avais mis conflit. C'est pour ça. Il y a eu que une fois. LS, ouais. Ah, parce que du coup, tu as oublié de remettre. Et là, comme tu es déjà dans le répertoire, tu peux faire souder d'un autre. Tu n'es pas obligé de remettre le TC, puisque tu es déjà dans le répertoire ou comme ça. Et là, tu fais X, underscore. Non, non, tu ne mets pas de lecture, tu es déjà dans le répertoire où tu as ce fichier-là. Donc, tu n'as pas besoin de remettre le slash TC. Donc, à jour 2. Si tu es déjà dans le répertoire où tu as le fichier en question que tu veux éditer, tu n'es pas obligé de remettre le chemin inversé. Tu as juste à mettre le nom du fichier. Ok. Alors, qu'est-ce que j'aurais raté? Je revérifie mon fichier, des fois que j'ai mal tapé quelque chose, hein, ça peut arriver aussi. « 20-21, ce que 188 de 20-21. Ah, normalement, il n'est pas censé lire celui-là, mais bon, je vais le changer quand même, des fois. Après, normalement, j'avais rien changé d'autre. Yes. On restart. Mon status. Ah. Là, il me dit qu'il a planté. Ah, apparemment, là, ce qu'il n'a pas aimé, c'est le plugin NVIDIA. Donc, a priori, c'est pour ça qu'il n'en veut pas. Donc, du coup, bah, c'est pas grave, on va le supprimer. Hein. Sudo apt purge Zabbix agent 2-étoile. Je retire tous les plugins. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, je vais le restart, le restatut. Voilà, là, il n'y a plus de message d'erreur. Donc, ça devrait mieux fonctionner.
ici, voilà. Quand il n'y a plus de message d'erreur dans le statut, ça fonctionne mieux, bizarrement. Donc, du coup, à savoir, bah, installez pas avec le plugin NVIDIA, du coup, ça pose problème. Mais bon, je vous dis, normalement, là, si vous ne surveillez pas des bases de données particulièrement ou quoi, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre les plugins liés à la base de données. Comme là, du coup, j'ai pas de processeur NVIDIA, du coup, il n'a pas réussi à faire le repérage, c'est pour ça que ça lui plaisait. Voilà. Des questions jusque-là? Bon, de ce que j'ai vu dans l'ensemble, vous aviez réussi à le faire cette partie-là. Et ensuite, du coup, bah, je vais passer sur l'autre petite configuration, c'était pour que vous puissiez voir comment vous pouviez configurer, voir un peu comment on pouvait configurer des éléments graphiques pour nous alerter en cas de souci, pour faire de la surveillance et tout. Donc là, on voit que le serveur Zabbix nous a envoyé un problème, puisqu'il a dit attention, le nombre de packages qui étaient dans la machine a changé. Donc ça peut nous alerter parce que si on voit que ça a changé alors que on n'a pas fait de mise à jour et que normalement on n'a rien installé, il vérifie ça aussi, donc ça peut nous dire attention, il y a quelqu'un qui a peut-être introduit un élément qui ne devrait pas être là. Donc potentiellement ça peut être un truc pour une faille de sécurité ou un virus. Donc c'est pour ça qu'il vous alerte. Mais si après vous savez que c'est vous ou un collègue qui avait fait une maintenance sur le serveur, c'est pas grave. Mais au moins lui, il vous prévient. Donc ensuite, du coup, on revient sur la page de base. Et donc soit on peut éditer ce tableau-là qui est déjà préprogrammé, ou soit là je disais éventuellement de faire directement une nouvelle page. Donc la page, on peut la faire avec les trois petits tirets, les trois petits traits qui sont à côté d'éditer le tableau de bord. On peut se servir de la page qui est actuelle pour en faire un clone aussi. Et après, si on a plusieurs utilisateurs, on peut partager une page qu'on a configurée avec des utilisateurs. Comme ça, il peut y avoir l'administrateur qui règle les choses d'une façon et il partage la page. Comme ça, il est sûr que tout le monde a bien la même présentation, a bien les mêmes éléments dans la surveillance, plutôt que chacun reconfigure sa page comme il le souhaite. Donc ici, je vais faire créer un nouveau. Je vais l'appeler base. Là, ici, je ne sais pas si vous avez fait attention, il vous parle de durée d'affichage de la page et ensuite démarrer le diaporama automatiquement. C'est parce que vous pouvez décider de faire par exemple une page par machine si vous n'avez pas un trop gros nombre de machines et toutes les 30 secondes, bah, il va switcher entre les différentes pages que vous avez. Donc ça fait que si vous avez 5 machines, bah, du coup ça commencera par elle. Au bout de 30 secondes, ça sera la deuxième machine. Et ainsi de suite si vous avez décidé de faire une page par machine. Donc par contre, ça marche si vous n'avez pas d'infrastructure trop compliquée, puisque ça veut dire que la première machine, vous aurez, enfin toutes les machines, en fait, vous aurez leurs informations que toutes les 2 minutes 30. Donc pour pas mal de cas, ça va pas être gênant, mais si c'est des services critiques ou quoi, bah, il faut garder toujours un œil dessus pour réagir au plus vite. Donc des fois 2 minutes 30, bah, ça peut dépasser un délai de SLA éventuellement.
Donc bon, là, on va pas le mettre, parce que de toute façon, enfin, on peut le laisser, c'est pas gênant. Ensuite, on applique. Donc ici, on voit, on se retrouve avec une page blanche dans laquelle on peut coller des petites cases. Donc ici, si vous avez regardé, vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments. Vous pouvez même mettre des liens vers d'autres pages si vous avez d'autres outils de surveillance qui fonctionnent en HTTP. Vous pouvez mettre un lien directement vers cette page et vous aurez l'affichage à l'intérieur du Zabbix de cette surveillance. Parce que si pour une raison ou pour une autre, vous devez surveiller quelque chose qui n'est pas qui ne peut pas rentrer dans Zabbix, ou pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas le rentrer directement dans Zabbix, on peut du coup utiliser une URL qui renvoie les informations avec l'autre outil directement à l'intérieur de Zabbix, comme ça, c'est juste une page. Il n'y a pas d'éléments qui vont rentrer dans la base de données de Zabbix. Donc le top des hôtes, le top des déclencheurs, les SLA, les rayons de miel. Voilà, on peut vraiment voir les problèmes par sévérité. On peut mettre l'horloge, bien sûr. Je vais en mettre une. Parce que du coup, admettons que ce serveur-là serve pour un élément international. Et bah du coup, vous pouvez avoir besoin d'avoir plusieurs horloges pour savoir quelle heure il est dans tel pays avant de faire des manipulations. Si ça risque de couper ou d'influer sur les machines qui sont dans ce pays-là, des fois, il vaut mieux attendre la bonne heure, qu'il soit par exemple 5 heures pour qu'il y ait moins de monde sur les machines avant de faire la maintenance. Donc là, du coup, si vous ajoutez plusieurs horloges, vous pouvez avoir de plusieurs fuseaux. Donc afficher l'heure de l'autre, l'afficher du serveur, on peut la mettre en digital. En 12 heures, en 24 heures, on peut changer les couleurs. Voilà. Mais là, ce que je demandais, du coup, c'était que pour les deux machines, il y a un graphique qui surveille l'utilisation du CPU à la fois pour les deux machines. Donc là, je vais ici, je retourne à graphique. Ici, je lui donne un nom. Utilisation CPU, par exemple. Tous les combien de temps il rafraîchit les commandes, enfin le graphique. Et après, c'est en dessous que ça se passe. Le modèle d'hôte, c'est le modèle c'est les machines que vous voulez surveiller. Donc là, je tape Linux parce que j'en ai appelé une qui s'appelle Linux. Et je tape Win pour Windows Server. Mais ici, j'aurais très bien pu aller sélectionner des groupes d'hôtes. Donc si je vais dans sélectionner, j'aurais pu prendre Zabbix Server. Pour du coup prendre surveiller tous les Zabbix serveurs simultanément, si j'en avais plusieurs. Ou tous les Windows simultanément, ou tous les Linux serveurs simultanément. Ici, c'était les machines. Après, à côté, on a le modèle d'éléments. Donc c'est ici qu'on va choisir ce qu'on veut surveiller. Donc là, je fais sélectionner. Vous pouvez aussi taper, mais après, il faut retrouver le bon terme. Et ici, si on descend dans la liste, on va trouver CPU utilisation.
Donc du coup, bah, je choisis ça. Après, en fonction de la couleur que ça vous a donné, vous pouvez avoir besoin de le changer pour qu'il y ait un meilleur contraste. Parce que ici, on voit plutôt le Linux que le Windows. Bon, a priori, pour le Windows, il m'a pas encore envoyé d'informations, on dirait. Donc je fais. Non, normalement, il y a il y a deux couleurs, il y a deux couleurs distinctes pour les deux. Mais sauf que là, j'en vois qu'une puisque le Windows, je sais pas, il a peut-être pas encore bien envoyé. On va surveiller. Et après, du coup, ici, vous pouvez décider d'étendre le graphique pour avoir un peu plus large. Ou même, vous pouvez le mettre un peu plus en hauteur si vous voulez des graduations plus limitées entre les unes avec les autres. Donc du coup, ça c'était pour l'utilisation du CPU. Parce que là, on voit que le Windows Server, il met 0 d'utilisation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dessus. On va essayer de se connecter. Oui, c'est pour ça. Donc on va essayer de télécharger quelque chose. De le décompresser. Alors moi, normalement, ça devrait l'avoir fait travailler. Donc on va bien voir dans une dizaine de secondes si ou pas il a mis correctement à jour ou pas. Parce que du coup, si on retourne dans l'autre. Ah oui, ne pas oublier surtout de sauvegarder les modifications. Parce que tant que vous n'avez pas sauvegardé les modifications, ça va se barrer. Donc là, si je retourne dans Windows, dans les autres, derrière données de Windows Server, CPU utilisation. Ouais, c'est bizarre, mais la sonde elle plante. Sous Windows. Pourtant les autres, je vous ai déjà vu l'utiliser et que ça marchait. Bon. Peut-être qu'il a peut-être eu un bug, mais je crois que c'est Michael, justement, moi j'ai vu qu'il mettait les deux, et justement, il avait fallu ajuster la couleur pour qu'on voit bien l'un et l'autre de différence. Bon, des fois, on va pas. Mais voilà, c'est pour montrer le principe du coup qu'on peut fusionner plusieurs à la fois. Donc ça, c'était pour le CPU. On va voir pour la mémoire s'il veut mieux. Donc je vais faire éditer mon tableau de bord. Je vais le mettre un peu plus petit. Et en dessous, je vais faire la même chose pour la mémoire. Donc Windows Server, Linux. Et ici, j'ai surveillé la mémoire. Donc il serait normalement memory utilisation. Il n'y avait rien d'autre. Ah, sélectionner.
Je pense que j'ai peut-être compris pourquoi j'avais pas l'autre truc, pourquoi ça n'a pas marché ici. Alors, mémorisation. Alors, toutes les 10 secondes. Donc Windows, mémorisation et ok, pourquoi il n'y a plus rien qui remonte maintenant? Pourquoi tu m'embêtes? Pour toi, c'est bien marqué. CPU utilisation, Windows Server, c'est bien marqué. Tout à l'heure, j'avais le graphique qui s'affichait. Hein? Ouais, ouais. Mais moi, tout à l'heure, j'avais le graphique et l'utilisation de CPU, j'avais au moins le Linux. Là, j'ai plus rien. Hmm. Oui, zéro forcément. Hmm. Pourquoi je ne vois plus le point en bas en escalier? Non. Je vais le retirer, je vais le remettre. Je vais mettre autre chose. Bon. Il a décidé de m'embêter, mais voilà, le principe c'est ça, et je demandais un troisième, j'en demandais pas un troisième truc. Dans l'exo, alors, diagramme, surveillance mémoire, et la vitesse réseau aussi. S'il veut bien. Donc vitesse réseau, toutes les 10 secondes. Le Linux, le Windows Server, est-ce que lui il l'a? Façon du disque, nombre de running, nombre d'utilisateurs connectés, CPU. Ah, la vitesse, elle est là. Donc par contre, attention parce que des fois entre le Linux et le Windows, le code pour trouver la vitesse par contre, ou même certains autres peuvent être un peu différents. Parce que ici, on voit qu'en haut, il y a marqué Hot Linux. Donc là, je valide pour lui, donc il est référencé avec le NS33. Sauf que Windows, lui, ne détecte pas en tant que NS33 sa carte réseau. Donc dans ce cas-là, il faut retourner dans les éléments à choisir. On retire Linux et on met Windows Server. Parce qu'on voit que les commandes pour demander les informations ne sont pas les mêmes pour ce coup-là entre le Windows et le Linux. Donc ici, j'ai retrouvé quand même normalement mon réseau. Celle du CPU, a priori, c'est la même. Voilà. Et ici, je trouve interface Gigabit Network Speed. Donc normalement, là, on est à 0, il n'y a rien, puisque du coup, je ne sais pas en train de tourner. Maintenant, voyons si j'essaye sur le serveur. Sur le serveur, il est où? Il est ici. Comme je suis en mode graphique, je vais aller faire un speed test. Parce que ça, du coup, je sais que ça va me générer des données.
Et on va voir si il a fini ou pas de m'embêter, ou s'il continue à m'embêter. Voilà, donc là ça m'a généré du trafic. Pour l'instant j'ai pas de traces. Et si je le fais sous Linux, alors est-ce qu'il veut bien aujourd'hui? Je connais le sudo. Hein? Ouais, il disait qu'il n'arrivait pas à retrouver un fichier. Ouais, à coup sur deux, il fait le. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. En fait, il y a un fichier qu'il n'arrive pas à remettre qui met pas correctement à jour. Ouais, impossible de se servir. J'avais trouvé l'autre fois la façon de le faire, mais je l'ai plus en tête. C'est pas grave, je vais faire autrement. Il est où? Zabbix, appliance. Je vais faire cd. Voilà, je vais faire un wget. Donc là, du coup, comme ça, je télécharge l'appliance de Zabbix. Ça fait un peu de trafic. Mais est-ce que lui a envie? Non, il n'a pas envie. Ok. Et est-ce que par contre dans la surveillance, il me récupère bien des données? Au moins. Graphique. Là? Ouais. Bah logiquement, je l'ai pas testé, mais elle devrait parce que je l'ai pris dans la doc directement de Zabbix officielle. Elle veut pas? Ouais. D'accord. Bah, faudrait que je la reteste du coup, parce que du coup, comme c'était le truc officiel, jusqu'à présent, les trucs officiels, j'avais pas eu de soucis avec. Du coup, bah, je ferai un test éventuellement tout à l'heure pour dire. Hmm. Donc, bon, là, on a bien vu qu'il a téléchargé, mais dans mon tableau de bord, il n'a pas envie de bouger. Bon, je vais pas aller chercher comprendre trop loin non plus. Voilà, c'était pour montrer le principe que du coup, comment on pouvait personnaliser son propre bureau et que normalement on était censé recevoir les bonnes informations. Parce que par contre, on voit que dans la surveillance, il n'y a pas de problème. Si je prends au niveau du Windows Server les graphiques, je viens bien trouver mon graphique avec ma vitesse de réseau. Et là, ici, on a bien vu que ça a marché, qu'on est à plus de 8 mégas. Ici, il met bien les dernières informations. Donc, et c'est bien ce graphique-là qu'on a ajouté. Donc, voilà, c'est ce que je vous demandais pour essayer, donc pour regarder aussi comment on pouvait afficher d'autres éléments.
s'ils veulent bien. Donc il n'y avait pas que les graphiques. Et que dans un même graphique, on peut cumuler plusieurs choses simultanément. Top déclencheur, donc ça c'est tout ce qui déclenche des éléments. Pour tous les autres. Et les différentes sévérités qu'on veut afficher ou pas. Donc là, le top des déclencheurs, c'est les différents trucs qui ont le plus souvent, qui sont le plus souvent revenus dans les erreurs. Donc voilà, on peut vraiment on peut adapter comme on le souhaite. Et on n'oublie pas de sauvegarder. Voilà, et après, on peut aller dans tous les tableaux de bord si on veut switcher entre différents tableaux de bord, si on a plusieurs, si on veut switcher entre un personnalisé qu'on a à nous et un qui est partagé entre tout le monde. On peut décider de faire ça aussi. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, au principe de fonctionnement, à quoi ça sert c'est-à-dire des screenshots de j'en ai une partie pour l'installation de base. Par contre, pour créer chaque graphique ou quoi, non, j'ai pas fait des screenshots individuellement dans chaque. Il y a la vidéo de toute façon. Mais après, ça dépend vraiment de ce que tu veux personnaliser et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pas tout pris en screenshot. J'ai pris vraiment la partie la plus commune. J'ai donné des explications. Hmm. Après, il y a bien un truc, mais je le maîtrise pas encore trop. Et après, souvent, c'est un peu le. Bah, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme c'est pas si, je crois que c'est l'observateur d'événements, hein. Mais après, ça fait des trucs qui sont vraiment aussi qui sont très gros aussi. Il suffit que, pour une autre, t'es recliqué sur un truc, tu vas avoir des photos qui sont pas forcément. Si on décide d'aller vérifier un truc parce qu'il y a un problème ou quoi, tu vas retrouver toutes ces étapes-là aussi au milieu. Donc c'est pas encore le plus simple. J'essaierai éventuellement la prochaine fois pour le prochain de le faire pour voir. Mais là, j'ai essayé de quand même, au moins la base, de donner l'explication avec un minimum de screen. Après, c'est vrai que la présentation où on fait le multi et tout sur une, ça, j'ai pas fait de screenshot indépendant parce que ça dépend encore un peu plus de ce qu'on veut vraiment surveiller. Donc je verrai, j'essaierai de leur compléter un petit peu cette partie-là au moins. Tiens, on a remis un. Ah bah oui. Donc là, du coup, comme j'ai installé le speed test tout à l'heure, même s'il ne marche pas, là, il m'a dit qu'il avait que le nombre de packages avait été modifié, du coup. Il m'alerte comme quoi il y a eu un changement. Est-ce que c'est normal ou pas? Hein? Ouais, c'est ça. Ça peut être ça, quelqu'un qui a peut-être réussi à récupérer des infos pour se connecter, qui a installé des choses qui sont pas, qui devraient pas. Donc du coup,
il le met dans les avertissements, il le met pas dans les trucs ultra critiques ou quoi, mais il t'avertit quand même qu'il y a eu une modification. Pareil, si je le redémarre, le Linux, il va me dire attention, il a été redémarré il y a moins de 10 minutes, est-ce que c'est normal qu'il ait redémarré ou si ça se trouve, c'était peut-être volontaire, tu avais besoin de l'arrêter pour changer une pièce ou quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, bah, l'avertissement, tu le laisses tomber et puis tu t'en occupes pas. Ok. Donc voilà, ça c'était pour Zabbix sur le principe de pouvoir surveiller un peu tout ce qui se passe sur le réseau. Là, on est resté vraiment comme je vous dis, sur des bases classiques pour rajouter des machines hautes avec les agents. Après, certains équipements qu'on veut rajouter, il faut leur demander d'émettre du SNMP d'une certaine façon, avec un certain port. Faut utiliser un élément qui va permettre de relier l'un à l'autre. C'est un peu plus compliqué déjà et ça marche pas sur tous les équipements. Donc ça demande un peu plus de réglage. Donc on va pas aller jusque là. Et l'IPMI en général, lui, c'est plutôt sert plutôt à des tests avec les matériels physiques d'un serveur directement. On peut le configurer, par exemple l'IPMI. Si on le configure d'une certaine façon, on peut le configurer pour pouvoir, à distance, régler la vitesse des ventilateurs. Donc, théoriquement, on pourrait baisser la vitesse des ventilateurs là, mais ça veut dire qu'aussi, en contrepartie, il faut bien surveiller que la température du processeur ne monte pas trop à l'opposé. Parce que si vous réduisez à 5% la vitesse des ventilateurs, si ça se trouve, ça ne va pas être suffisant pour refroidir correctement le processeur, même à faible charge. Voilà. Mais donc là, on va rester ici sur la base. C'était surtout pour faire manipuler un peu et voir du coup un peu quel genre de données on pouvait récupérer. Donc ça, c'était pour le Zabbix. C'est le seul qu'on va voir en détail. Je vais juste vous montrer rapidement les deux autres que je vous parlais par rapport à leur site et à quelques images. Vous voyez un petit peu ce que je vous parlais. Donc le premier, c'est Nagios. Donc il y a deux versions. Il y en a une qui existe. La première, c'était Nagios Core. Mais ça, c'est un peu plus ancien. Maintenant, ils ont commencé à essayer de migrer les gens. Par contre, l'avantage de Nagios Core, même s'ils l'ont pas retiré, c'est que son avantage, c'est qu'elle est gratuite. Il n'y a pas besoin il n'y a pas de limitation de nombre de machines qu'on peut mettre en place. Par contre, son interface est quand même beaucoup plus austère, beaucoup plus ancienne, hein, puisque ça ressemble à ça. Oui, en fait, Nagios XI, c'est la version, c'est pas vraiment un add-on, c'est la version améliorée, mais là, du coup, qui est limitée maintenant, grâce à un code qu'ils ont donné, qui est limité à 50 machines. Bon, ce qui est déjà pas mal pour voir, parce qu'au début, la version gratuite de Nagios 11, qui est la version qui est de la nouvelle version, elle était limitée à 10 machines à surveiller. Donc là, ils ont mis une version où on peut surveiller 50 machines gratuitement. Donc c'est déjà pas mal pour des petites boîtes ou du moyen, ça peut servir. Donc ça, c'était l'ancienne version.
Donc elle peut effectivement fonctionner, par contre, elle est assez un peu galère à prendre en main. Parce qu'en fait, dès que vous voulez rajouter une machine, en fait, il faut rajouter un fichier de configuration dans le serveur même. C'est pas directement par la partie graphique. Donc c'est un peu plus chiant, il suffit qu'après vous essayez de viser un add-on, que l'add-on n'est pas activé, n'a pas été trouvé ou quoi, bah il va vous refuser votre connexion à votre hôte, même si toutes les autres informations il les connaît, ça va planter. Côté client dans Windows, pareil, il faut modifier un peu des fichiers de configuration, c'est pas aussi automatique que l'autre, que le Zabbix. Donc, mais le Zabbix, ça fait pas longtemps qu'ils sont revenus avec un agent automatique. Quand il y a peut-être même pas un an, j'avais essayé de le faire. C'est pareil, il fallait ajouter des fichiers de configuration à la main dans le Windows, dans un répertoire, dans Program File, pour avoir le fichier de configuration. Il générait pas automatiquement le fichier de compte de l'agent. Il fallait le modifier soi-même et récupérer un modèle pour le remettre au bon endroit. Donc là, ça s'est quand même pas mal amélioré de ce point de vue-là. Donc ça, c'est à quoi il ressemblait du coup. Vous voyez, c'est quand même. On a tous les éléments hein, qu'on a aussi, la table d'hôtes, ceux qui sont inaccessibles et tout. Mais c'est plus austère et surtout la gestion était quand même beaucoup plus manuelle que là. Et donc ça, c'était Nagios, mais maintenant, du coup, c'est Nagios. CSP maintenant, en fait, là, ça a été remplacé en réalité maintenant par Nagios CSP. Qui, du coup, là, on voit que c'est une interface qui est quand même beaucoup plus moderne. Et surtout, il peut arriver, il y a une bonne partie des éléments qui peut arriver à détecter automatiquement et qu'on peut rajouter à partir de l'interface graphique directement. Il se peut quand même qu'on ait besoin d'aller installer l'agent, un agent quand même à la main des fois sur certaines machines, mais il est quand même déjà capable de retrouver pas mal d'éléments et de tenter de connecter directement ces éléments à son interface. Et donc là, si vous le récupérez et que du coup vous l'installez avec ce code-là, là, au moment de la configuration, du coup, bah, vous aurez 50 machines que vous pouvez surveiller simultanément. Et donc, il y a tous les éléments qu'il faut, qui sont déjà prêts. Normalement, c'est une appliance qui est déjà disponible comme on a utilisé pour le Zabbix. C'est directement une machine qui est prête à l'emploi. Donc on retrouve les éléments, mais là c'est beaucoup plus moderne que l'autre version du Nagios Core. Est-ce que j'ai pas une photo qui... Son. Ouais. Mmh. Parce que du coup, oui, tu en étais déjà servi en ligne de commande, c'est ça que tu veux dire, dans des tests, c'est ça? Mmh. Mmh, d'accord, ouais. Ah, déjà, si vous installez le Nagios Core à l'ancienne, le premier que je vous ai montré, soit vous tentez de le faire avec la ligne de commande install Nagios, sauf que le problème c'est que cette ligne-là ne va pas, comment il s'appelle? Et si ça va l'installer, vous allez le lancer, vous allez voir que c'est une version de 2020.
le paquet derrière est pas maintenu à jour. Si vous suivez les commandes du site, ça marche. Par contre, c'est assez long à installer, puisque en réalité, c'est des fichiers sources qu'on va utiliser, il va devoir les compiler directement, qui compile directement sur votre machine le Nagios. Mais après, bah, en utilisant les commandes, il faut être sûr que, par contre, qu'il n'y ait pas un élément à l'intérieur qui ait justement été exploité pour s'intégrer au moment de la génération. Mais donc c'est pour ça que si vous le voulez le tester, utilisez plutôt l'appliance qui est déjà préprogrammée avec 50 machines, comme ça vous pouvez faire des tests dessus. Et l'autre c'est PRGT. Ah, celui-là est moins connu, il est plus français, je crois. Bon, il est quand même utilisé par des gros quand même, hein. Alors j'ai pas une image là qui traîne. Voilà, donc là c'est présenté un peu différemment, mais là, donc là ils disent que c'est 10 000, mais 10 000 je crois que c'est quand c'est débloqué. Et je ne sais plus si c'est la version gratuite, je ne sais plus combien c'est de senseurs disponibles. Mais par contre, lui, on peut l'installer directement dans un Linux et il arrive à trouver assez facilement les éléments et récupérer les informations sans forcément besoin d'avoir mettre d'agents. Des fois des agents pour aller voir plus loin, mais des fois ils récupèrent quand même pas mal d'éléments déjà juste avec la version d'essai. Donc lui, il fonctionne pas avec le nombre d'hôtes à surveiller, il fonctionne au nombre de senseurs à surveiller, donc le nombre d'éléments à surveiller. Donc là, il était à 10 000, mais 10 000, je crois que c'est la version complète. La version, il me semble, gratuite, je crois qu'elle est, elle a moins que ça. Faudrait que j'essaie de jeter un œil. Mais oui. D'ailleurs, je crois que c'est français d'ailleurs. Ouais, c'est Paisler, là, je sais plus si c'est Passler. Chaîne de logiciels. Mais ça me dit pas si c'est. Après, effectivement, il y a peut-être un poil plus récent que les autres, 97. Ouais, non, c'est à peu près comme les autres. Les autres, ils disent à peu près 25 ans. Donc, ouais. Il est un peu moins connu, mais il est assez. Je l'avais testé un petit peu. Il est assez efficace quand même. Surtout, il est assez simple à mettre en place. Tu l'as déjà utilisé celui-là? Il est utilisé? Ouais, c'est ça qui. Donc, chacun a ses avantages, inconvénients. Mais celui-là, du coup, bah, vous pouvez le laisser gratuitement après pour un mois si vous le souhaitez. Et après, bah, vous aurez un nombre réduit pour continuer à servir. Mais je sais plus. Je sais plus si c'est 100 ou 200. Hein. Mais en tout cas, oui, il est assez simple, mais c'est pas forcément le plus connu de tous. Mais en France, vous pouvez plus facilement le trouver des fois que d'autres. Bon, après, je dis pas qu'il n'y en ait pas d'autres qui intégrés à d'autres outils qui vont fonctionner. Genre, si vous prenez qu'on voit des fois la pub
Atera ou des trucs comme ça, de surveillance de réseaux informatiques et tout. Je ne sais pas si c'est leurs propres outils ou s'ils ont fait une intégration d'un PRGT ou d'un Agios ou d'un Zabbix, mais c'est un outil qui va permettre de surveiller le réseau comme on peut surveiller comme on l'a fait là avec le Zabbix. Hein? Lequel Ethereum? Ouais. Et je connais pas l'autre truc que tu dis là, c'est allemand. D'accord. Ok. En même temps, oui, Paisler, oui, ça se pourrait bien que ça soit effectivement allemand. Mais enfin, je sais qu'il n'est pas forcément aussi développé niveau mondial que l'autre, mais après, quand on regardait, il y avait quand même des gros noms qui étaient indiqués sur leur site. Hein. S'il veut bien me afficher le site. Voilà, là on voit les différents zones, donc on peut voir assez rapidement les graphiques, on a pas mal d'éléments sous la main. On peut avoir un élément, une carte qui relie les différentes machines par rapport aux autres, les différentes sondes. Et aussi, par contre, je crois que du lot en version officielle, c'est le seul qui a une application téléphone aussi. Normalement, je vais vérifier, mais normalement, Nagios et Zabbix, ils n'ont pas d'application officielle pour téléphone. Hein? Non, pour tout voir, à part. Si, ça aurait pu, mais au moins là je parlais pour voir à partir du téléphone une application officielle pour relier à son serveur et voir facilement toutes les informations en temps réel. Je vais vérifier, mais je crois pas que les autres l'aient, mais j'ai pas vérifié non plus. Bon, de toute façon,